Donc on va traiter le chapitre suivant, donc sur l'intégration. Donc ici, le but c'est de définir clairement qu'est-ce que l'intégrale d'une fonction sur un segment AP. Donc on prend une fonction pour que on puisse considérer l'intégrale de Riemann sans aucun problème comme étant une fonction continue, donc sur un segment AB. Donc c'est un fermé borné. Et on va construire l'intégrale par étapes. Alors la première étape, c'est de réussir à intégrer des fonctions qu'on dit en escalier. Donc qu'est-ce qu'une fonction en escalier? Il faut déjà considérer une subdivision. Donc c'est-à-dire si on a un intervalle AB, on va le découper en certaines parties. Donc en fait le A c'est x0 et puis après on a un premier point x1, etc. Je ne vais pas en mettre beaucoup, par exemple on n'a que ça. Et donc ça nous découpe notre intervalle en 3, x3 égale p. Et donc sur ces trois parties, en fait, une fonction en escalier, c'est simplement une fonction qui est constante par morceau, c'est-à-dire sur la première partie, la fonction est ici constante, sur la deuxième partie, la fonction est constante, et sur la dernière partie, la fonction est constante. Alors en particulier, les fonctions en escalier ne sont pas continues, mais on va voir que pour définir l'intégrale des fonctions continues, il faut partir des fonctions en escalier. Et bien sûr, on va définir l'intégrale de ces fonctions assez logiquement comme étant la somme des aires des rectangles qu'on sait bien calculer sans aucun problème. Si une fonction en escalier va être de cette forme-là, et l'intégrale, ça va être la somme des aires des rectangles. Donc on a une définition formelle des fonctions en escalier. Sur une subdivision, sa restriction à chacun des intervalles est constante. Alors ce qui se passe au niveau des bornes n'est pas très importante, c'est-à-dire que ici on pourrait avoir une troisième valeur, sans aucune, ou alors on pourrait être continu à gauche, ou sinon on pourrait être continu à droite. Alors ici j'ai plus de points où je peux prolonger. Ici continu à droite c'est possible, ici serait continu donc à gauche de B. Donc on a par exemple ça, et on a une proposition donc, qui nous dit que l'ensemble des fonctions en escalier est stable par somme, c'est-à-dire que la somme de deux fonctions en escalier est encore en escalier, le produit de deux fonctions en escalier est encore en escalier, et la composée de deux fonctions en escalier est encore en escalier. Donc ensuite, on va voir comment on définit clairement l'intégrale de Riemann. Donc l'intégrale de Riemann est faite par étapes. Donc la première étape, c'est sur les fonctions en escalier. Donc on dit que c'est la somme des aires des rectangles. Donc l'aire d'un rectangle, c'est bien sûr la base. Alors la base, c'est la largeur, c'est xk plus 1 moins xk, et la hauteur, c'est la constante, donc c'est ck. Donc ça, c'est valable pour toutes les fonctions en escalier. Leur intégrale est bien définie comme étant la somme des aires des rectangles. Et ensuite, on va définir à l'aide de ça l'intégrale des fonctions à valeur positive. Alors l'idée ici est de dire que si on a une fonction à valeur positive, relativement quelconque, alors on peut produire plusieurs fonctions en escalier qui lui sont inférieures. Donc voilà un exemple. Et chacune de ces fonctions en escalier, donc là j'en fais une seule, chacune de ces fonctions en escalier a une certaine R. Alors je sais pas, par exemple la fonction rouge, je vais dire que c'est une fonction en escalier F1. Et donc je sais, alors je vais plutôt noter G par rapport au cours là. Donc ça serait une fonction G1, sachant que j'essaie d'intégrer une fonction que j'ai appelée F+, parce que je la contrains à être forcément positive. Autrement dit, l'axe il est ici. Donc j'ai une fonction G1. Et je vais simplement utiliser le fait que l'intégrale de G1 sera toujours forcément plus petite que la valeur que je cherche. Et bien sûr, ça c'est vrai pour une fonction en escalier particulière, mais pour toutes les fonctions, ça marche aussi. C'est-à-dire que si je prends une fonction G2 qui est en fait aussi en escalier, mais plus fine en quelque sorte, alors on peut peut-être faire plutôt plus grossière pour que mon dessin soit plus compréhensible. Donc j'ai quelque chose comme ça. Comparer l'intégrale de G1 et l'intégrale de G2, qui est une fonction plus grossière. A priori, l'intégrale de G2 est un peu plus petite, mais en fait, là, tout ce que je sais, c'est qu'on a aussi l'intégrale de G2 qui est plus petite que l'intégrale de F+.
Et quand on prend toutes les valeurs possibles ici pour les fonctions en escalier, et bon, on a une borne qu'on ne peut pas dépasser, et la borne qu'on ne peut pas dépasser, c'est justement sa définition, c'est l'intégrale de f+. Donc en fait, l'intégrale de f+, est définie comme étant la valeur que ne peut pas dépasser toutes ces fonctions en escalier. Et donc la plus grande intégrale de fonctions en escalier, telle que la fonction en escalier soit plus petite que f+, c'est la définition de l'intégrale de f+. Donc on obtient comme ça une définition relativement complexe des intégrales de Riemann. Et ensuite, ici malheureusement, c'est défini que pour des fonctions à valeur positive. Alors maintenant, on va définir pour des fonctions à valeur réelle quelconque. Ici, faute dans le poli. Pour une fonction à valeur quelconque, en fait, la propriété qui nous intéresse, c'est la linéarité. Donc on va simplement dire qu'on va compter pour plus la partie plus et pour moins la partie moins. Donc c'est l'intégrale de f plus moins l'intégrale de f moins. Avec f plus, ça vaut la fonction à condition que la fonction soit positive et 0 sinon. Et f moins, ça vaut la fonction si la fonction est négative et 0 sinon finalement. Donc en fait ça c'est juste pour conserver la linéarité et c'est ce qu'on connaît, hein, c'est-à-dire que l'intégrale c'est l'air compté positivement si elle est au-dessus de la courbe et négativement si elle est en dessous de la courbe, ça correspond simplement à dire ça. Et dire qu'on est au-dessus de la courbe, ça correspond à dire qu'on était une fonction à valeur positive. Et enfin, on peut étendre aussi par linéarité sur les complexes. Sur les complexes, il suffit donc de décomposer la fonction en partie réelle et partie imaginaire. Et on dit que l'intégrale, la partie réelle de l'intégrale, c'est l'intégrale de la partie réelle, et la partie imaginaire de l'intégrale, c'est l'intégrale de la partie imaginaire, ce qui revient à intégrer donc des fonctions ici au-dessus à valeur réelle. Et pourquoi toutes ces valeurs vont exister? Le seul vrai problème ici, c'est est-ce que le sup existe? Et le sup existe, on va voir que c'est grâce au théorème de la borne atteinte. Donc concernant la définition de l'intégrale, on va admettre la majorité des résultats, notamment donc la proposition sur les fonctions d'escalier qui finalement constituent un espace vectoriel. Ça revient à travailler donc sur les subdivisions. Et donc ça, c'est des résultats qui sont admis dans le programme. On va quand même justifier les différentes étapes et notamment l'existence du sup, c'est-à-dire que pour une fonction à valeur positive, le fait qu'elle soit continue suffit à dire que son intégrale existe et donc il nous faut la propriété continue et on définit l'intégrale sur le segment comme étant le sup. Alors je ne dis pas la plus grande donc, mais le sup des intégrales de g en escalier qui sont plus petites que f+. Alors en fait, qu'est-ce qu'il faut justifier là-dedans? C'est l'existence du sup. C'est surtout pour le rappel de la propriété d'existence d'un sup que je propose de regarder au moins cette partie-là. C'est que ici, l'existence d'un sup, c'est à condition que la partie soit non vide et majorée. Alors de quelle partie il s'agit? C'est la partie, si on considère l'ensemble des valeurs de ces intégrales en escalier, c'est-à-dire on peut considérer i comme étant l'intégrale de AB de g pour n'importe quel g en escalier de ABR+, et tel que la fonction g soit comprise entre 0 et f+. Le fait qu'elle soit positive n'est pas indispensable, mais ça simplifie la suite. Il faut réussir à démontrer que i est non vide et majoré. Et si i est non vide et majoré, alors forcément il admet une borne sup, et cette borne sup, ça serait justement la définition qu'on peut poser comme étant l'intégrale. Alors pourquoi i est non vide? Parce que justement, la fonction nulle est bien en escalier. C'est un espace vectoriel, donc forcément que la fonction nulle est en escalier. Et
Et en plus, elle est bien plus petite que n'importe quelle fonction à valeur positive. Donc la fonction nulle vérifie cette condition-là. Donc l'intégrale de la fonction nulle vérifie, j'ai 0 peut-être plutôt, vérifie, donc en fait le nombre 0 appartient à i. Donc déjà on a cette propriété-là. L'ensemble est non vide parce qu'il y a au moins 0 dedans. Et ensuite l'ensemble est majoré. Alors, pourquoi i est majoré? C'est le théorème donc de la borne atteinte ou des bornes atteintes sur f+. Et donc l'hypothèse c'est continu sur un segment. Donc si la fonction est continue sur un segment, elle est bornée et elle atteint ses bornes. Alors en fait la seule chose que je vais utiliser c'est que le sub de f+ existe et est fini. Autrement dit, il existe un certain m tel que quel que soit f qui est entre a et b, f de f+ est plus petit que cette constante m. Et donc ça va nous permettre de dire que finalement notre fonction g est plus petit que f+, mais f+ est lui plus petit que m. Donc pour une intégrale, donc un élément qui est, alors on va appeler v qui appartient à i, on a v qui est égal à l'intégrale entre a et b d'un certain g, avec g en escalier, etc. Et g est forcément plus petite que f+, qui est lui plus petit que m. Donc finalement, on a que mon intégrale ici en escalier est définie comme étant la somme des constantes multipliées par la subdivision. Donc si on note la subdivision u par exemple, ça fait uk plus 1 moins uk. Alors, on a peut-être noté plutôt x dans ce qui précédait. Donc xk plus 1 moins xk de 0 à n moins 1. Et ce qu'on va dire c'est que donc ck c'est une valeur de g, donc c'est plus petit que m. Donc ça c'est inférieur ou égal à la somme des m fois xk plus 1 moins xk. Bien sûr la constante ne dépend pas de l'indice de sommation, donc ça peut sortir et on se retrouve avec une somme qui se télescope et ça nous fait m facteur de b moins a. Donc ce qu'on a juste démontré c'est que n'importe quelle valeur de i était plus petite qu'une constante, donc i est majoré par cette constante. Et donc ça c'était notre résultat. Si une partie est non vide et majorée, elle admet une borne sup. La borne sup existe. Et donc ça justifie donc l'existence de l'intégrale de n'importe quelle fonction à valeur positive. Alors ensuite un autre argument, donc ça c'est ce qui permet de passer des fonctions en escalier à des fonctions à valeur positive. Ensuite l'autre argument c'est pour justifier un peu les définitions qu'on a prises de qu'est-ce que c'est que pour f une fonction à valeur maintenant réelle, bien sûr étant continue. Ça c'est donc l'étape qui permet de dire comment on fait pour passer des fonctions à valeur positive dont on sait définir l'intégrale désormais à des fonctions à valeur quelconque. Alors si je fais le petit dessin, c'est vous avez une fonction qui va faire quelque chose comme ça, et donc bien sûr on va dire on va découper une première partie où on va compter ici positivement l'intégrale, on coupe une deuxième partie, on compte négativement l'intégrale, et s'il y a plus de deux parties, il faut faire quelque chose d'un peu plus complexe. Alors justement ici, la définition qui est proposée, c'est f+, ça vaut le max entre 0 et f. Alors ce qui peut s'exprimer finalement plus clairement, mais en des termes plus compliqués, ça vaut 0
bah, si 0 est le max, autrement dit si f de t est plus petit que 0, donc ça vaut 0 si c'est négatif, et ça vaut f de t sinon, autrement dit si f est positif. Voilà, donc on obtient cette description-là de f+, et de la même manière on obtient f- de t, donc qui est donné comme étant le max de 0 et moins f. Bah donc ça vaut 0 finalement si inversement moins f est négatif, autrement dit f est positif, et ça vaut moins f si f est négative. Alors déjà une première chose qui est importante à signaler, c'est que on n'a que des nombres positifs au linéaire final, autrement dit f+ et f- sont bien des fonctions qui vont de AB dans R, et c'est un petit exercice de démontrer que elles sont bien encore continues. Donc les intégrales existent, hein, intégrale de f+ et intégrale de f- existent, d'après l'étape précédente. Hein. Et après, pourquoi la définition qu'on a donnée correspond bien à ce qu'on a comme intuition? Par exemple, sur mon dessin, donc je vais écrire en noir f, et qu'est-ce que est f+? F+, ça vaut f lorsque f est positif, donc ça serait ça, et lorsque f est négatif, ça vaut 0, donc ça serait la fonction f+. Et quelle est la fonction f-? La fonction f-, donc c'est lorsque f est positive, ça vaut 0, donc ça vaut ça, et lorsque f est négative, ça vaut son opposé, autrement dit on obtiendrait ça, donc ça c'est f-. Donc finalement, que vaut la fonction? Alors c'est vraiment, on l'écrit et ça marche, hein, c'est f est égal à f+, mais moins f-. Donc ça veut dire c'est sa partie positive moins sa partie négative, en faisant attention que la partie négative est quand même une fonction ici à valeur positive. Donc c'est pour ça que c'est assez naturel de dire on ne savait pas encore définir les valeurs des intégrales quelconques, mais on va définir comme étant bah ici la partie plus compte pour plus et la partie moins compte pour moins. Mais par contre il faut faire attention que f- c'est bien une fonction à valeur positive, et donc on a que l'intégrale de f est définie comme ceci. Ce qui est vraiment l'intuition qu'on a sur un dessin de dire c'est l'aire algébrique, c'est-à-dire compter plus si on est au-dessus de la courbe et moins si on est en dessous de la courbe. Voilà, et enfin, une fois qu'on a donc étendu aux fonctions à valeur réelle quelconque, on peut passer aux fonctions à valeur complexe pour h. Fonction à valeur complexe continue. Alors déjà, on sait que la fonction partie réelle de h et partie imaginaire de h sont eux, pareil, des fonctions continues, mais désormais à valeur réelle. D'après la partie précédente, on sait définir l'intégrale de ces deux fonctions-là. En fait, l'intégrale de la partie réelle et l'intégrale de la partie imaginaire existe, d'après ce qui précède. Et donc on peut considérer et on peut définir que la partie réelle de l'intégrale de h, on aimerait que ça vaille l'intégrale de la partie réelle, et la partie imaginaire de l'intégrale de h, on veut pareil la définir comme étant l'intégrale de la partie imaginaire de h, et donc ça revient à dire qu'on a un nombre qu'on appelle intégrale, donc on connaît à la fois sa partie réelle et sa partie imaginaire, donc finalement ce qu'on a défini c'est on connaît ces intégrales à valeur réelle et on pose l'intégrale de h, bah c'est donc la partie réelle plus i fois la partie imaginaire, autrement dit c'est la première intégrale plus i fois la seconde.
et donc ce qui permet d'étendre les définitions. Et donc si on refait en quelque sorte le diagramme de construction de l'intégrale de Riemann, on commence donc par construire l'intégrale sur les fonctions en escalier. Ensuite, une fois qu'on a les fonctions en escalier, on peut l'étendre aux fonctions continues de AB dans R+. Une fois qu'on a réussi à construire continu de AB dans R+, et ça c'est au passage à la borne sup, on peut étendre par finalement linéarité, c'est-à-dire F plus et F moins. On peut l'étendre avec les fonctions continues de AB dans R. Et ensuite en disant que c'est la partie réelle plus I fois la partie imaginaire, on peut l'étendre, encore une fois, finalement par linéarité. Des fonctions continues de AB, mais maintenant le segment à valeur dans C. Donc finalement c'est ça la construction complète de l'intégrale. Les deux dernières étapes, on peut considérer que c'est les mêmes. Simplement, qu'est-ce qui se passe? C'est la linéarité, la partie plus, la partie moins, la partie réelle, la partie imaginaire. Donc ça, c'est des opérations finalement assez simples. Et la partie, parfois on appelle transcendante, c'est le passage à la borne sup. C'est ici qu'il peut se passer des choses assez compliquées. Quelles sont les fonctions n-scale qui sont sous votre fonction? Il y en a une infinité. Donc il se passe des choses assez compliquées au niveau de cette borne sup, mais la construction d'intégrale de Riemann est donc comme ça, suivant ces étapes-là.